peut-être si on peut diminuer l'intensité lumineuse. Super. Bon, bonjour à toutes et tous. Comme ça, si vous avez encore quelques relents de sommeil, ça vous permet de ne pas être trop perturbé par les images un peu impactantes que je vais vous proposer à propos de ce que l'acronyme nous prénomme CAG, c'est-à-dire colite aiguë grave. En pédiatrie, on va voir que toute colite aiguë n'est pas une colite aiguë de rectocolite hémorragique ou inflammatoire type Crohn. Et puis, dans cette sous-catégorie de ces colites aiguës graves des MICI, on essaiera de voir un petit peu comment on fait actuellement. Mais commençons ensemble par parcourir quelques observations pour se mettre un petit peu dans l'ambiance des cliniciens que nous sommes toutes et tous. Avec cet enfant, fièvre, 6 selles liquides sanglantes par jour, douleur abdominale, vous voyez le type d'éruption. Honnêtement, vous pouvez me dire rougeole, virose, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je vous dis OK. Il y a des intervalles de peau saine, bon, donc à part la scarlatine, je vous dis OK. Une anémie, une albumine qui est limite, une CRP très élevée, et puis l'interne, pour une raison que j'ignore, a dosé les transaminases qui sont à 4 fois la norme. Et donc, on vient me voir et on me dit, là, on est quand même dans une situation inquiétante, et j'abonde dans ce sens, avec à la fois diarrhée sanglante, avec douleur abdominale, dans un contexte inflammatoire, avec l'hémoglobine qui chute. On peut poser la question et se poser la question d'une colite aiguë. Aiguë, ça veut dire moins de 14 jours, selon la définition. Et selon les critères des colites aiguës, lesquelles sont dites graves, comme vous voyez ici dans les critères adultes, eh bien, il y a un scoring qui peut être fait. Celui que nous utilisons en pédiatrie, en ce qui concerne les colites aiguës graves des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on appelle ça le PUCAI, donc Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index, et on voit très bien, vous le voyez, enfin vous le devinez, on va dire, au niveau du timing qui est sur votre droite, qui détermine le PUCAI, qui en fonction des douleurs abdominales, de l'intensité du saignement, de la consistance des selles, du nombre de selles par 24 heures, des selles nocturnes et du niveau d'activité résiduelle de l'enfant, on peut stigmatiser un score objectif qui, quand il est supérieur à 65, nous montre qu'on est dans une colite aiguë grave, donc avec une sévérité qui est indiquée par ce score de PUCAI qu'on peut tout à fait proposer pour n'importe quelle colite aiguë. Donc on est devant cette situation de colite aiguë, à n'en pas douter. Je rappelle que on a le droit d'avoir mal au ventre la nuit, et ça c'est une situation qu'on voit dans les douleurs abdominales fonctionnelles. Par contre, les diarrhées ou la diarrhée qui réveille la nuit, ça fait très organique. De toute façon, ici, on est dans une situation où il faut trouver dans l'enquête étiologique une maladie sous-jacente. Et là, si on se réfère à ce que les adultes nous disent, eh bien, on a ces types d'enquêtes étiologiques possibles. En pédiatrie, les colites ischémiques n'existent quasiment pas. On n'a pas une athérosclérose qui est particulièrement prédominante, mais tous les autres types de colites existent. Et donc, on se retrouve devant des situations où il peut y avoir d'ailleurs à la fois une part infectieuse dans les MICI ou une part médicamenteuse dans certaines colites infectieuses. Revenons à Fabienne. Et là, on se dit, bon, on va faire les prélèvements, mais on veut voir un petit peu ce qu'il faut faire. Et donc, l'interne me dit, on va les regarder.
Je lui dis oui, on va aller regarder. Il me dit, tu vas faire une coloscopie complète. Je lui dis, sur une colite aiguë grave, je vous conseille de faire plutôt une endoscopie qu'on dit courte, c'est-à-dire qu'on sait très bien que passer l'angle recto-sigmoïdien, c'est quelque chose qui peut être éventuellement un petit peu traumatique, et que sur une colite aiguë grave, on a un risque de perforation non seulement direct, mais en soufflant sur un côlon qui est déjà distendu, on peut avoir une rupture ou une perforation qu'on appelle diastatique, c'est-à-dire à l'autre endroit du côlon. Donc souffler sur une coloscopie, quand on est dans une colite aiguë grave, je parle ici aux quelques endoscopistes qui sont dans la salle, c'est quelque chose à déconseiller. Donc avancer sans insuffler, c'est pas toujours très facile. Donc des fois on est balèze, on se sent colosse, et des fois il faut faire la coloscopie, vous voyez. Ça c'est pour ceux qui connaissent l'île de Rhodes. Toujours est-il qu'on fait donc cette rectosigmoïdoscopie et on se retrouve devant une enfant qui a, comme vous voyez, une muqueuse qui est très hémorragique, mais pas spontanément forcément. On est devant ce qu'on appelle un maillot 3, c'est-à-dire que ça saigne sans lésion qui soit très profonde ni ulcérative. Et donc on se dit, c'est une colite aiguë grave. Et tout le monde dit, c'est une colite aiguë grave. Sauf que 20 mois, est-ce que c'est l'âge des rectocolites hémorragiques et des MICI? La réponse est non. Vous savez qu'en dessous de 6 ans, on n'appelle pas, même si on en a tous les critères, on n'appelle pas ça maladie inflammatoire chronique de l'intestin, mais on appelle ça colite monogénique ou colite précoce, ou pour ceux qui sont anglophones, very early onset IBD. Et donc on est devant tout un tableau de maladies qui sont d'origine génétique et qui donnent ces colites. Au-dessus de 6 ans, MICI, en dessous de 6 ans, very early onset IBD, avec l'indication de faire ce qu'on appelle une puce, c'est-à-dire une recherche génétique d'une maladie sous-jacente. Et je suis en train d'expliquer ça à l'interne qui me dit « Ah ouais, c'est super passionnant ». Et il me dit je lui ai fait, en même temps, je lui ai demandé une écho abdominale et une écho hépatobiliaire parce qu'il y avait les transaminases élevées. Je lui dis « Bon, ok ». Et il me dit il y a un hydrocholécyste. Hydrocholécyste, ça veut dire quoi? Grosse vésicule à parois fines alithiasique. Alors maintenant, si je reprends et que je vous dise qu'on est chez une enfant qui a une éruption avec une colite, avec une perturbation hépatique, qui est dans le cadre d'un syndrome inflammatoire. Et je lui dis, mais elle a de la fièvre depuis combien de temps? Et il me dit, avant de faire la colite, elle a la fièvre depuis déjà un petit peu moins d'une semaine. Et là, vous avez effectivement fait le diagnostic avec une dilatation et un anévrisme des artères coronaires. Et donc, on était, et ne l'oubliez pas, que dans le syndrome de Kawasaki, on a à la fois des troubles hépato-biliaires, on a une diarrhée, et toute diarrhée inflammatoire chez le nourrisson doit faire évoquer le diagnostic de syndrome de Kawasaki, parce que on est avec une situation où on a un traitement spécifique par immunoglobuline. C'est évidemment dans ce type de vascularite que on a une situation où les immunoglobulines sont très efficaces, avec parfois des complications sévères de colite aiguë grave ou de sténose qui sont possibles chez ce type d'enfant. Donc attention, toute colite aiguë grave n'est pas une MICI, et chez le nourrisson, on évoque éventuellement les very early onset IBD, on évalue éventuellement un syndrome de Kawasaki, et puis vous savez également que si cet enfant avait eu une insuffisance rénale aiguë, vous auriez évoqué aussi un syndrome hémolytique et urémique qui peut donner aussi une colite aiguë sévère chez le nourrisson. Donc, dans l'enquête étiologique, il faut être extrêmement vigilant de ce qu'on va
avoir sous les yeux. Et ici, quand on est avec cet enfant qui a un même tableau, donc subictaire, 6 grammes d'hémoglobine et 69 000 plaquettes, vous évoquez un syndrome hémolytique et urémique chez cet enfant qui avait une colite aiguë sur un syndrome hémolytique et urémique avec identification de l'Escherichia coli entéropathogène que vous connaissez. Mais le plus souvent, on est avec des plus grands enfants, des adolescents, qui ont ces tableaux de colite aiguë grave. Ici, c'est une enfant qui, en plus, avait une suspicion d'endométriose parce que il y avait des dysménorrhées qui étaient extrêmement importantes, et on lui fait cette comment dirais-je, cette coloscopie qui, vous voyez, saignante au contact. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec l'endométriose, qui donne plutôt des atteintes muqueuses ou musculeuses profondes et séreuses, et pas du tout muqueux à l'intérieur du côlon. Qu'est-ce que vous évoquez devant une enfant qui a des dysménorrhées importantes avec des saignements dus probablement à quoi? Aux médicaments qu'elle prend. Et c'est sûr que si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens dont vous voyez les indications résiduelles en pédiatrie, vous êtes éventuellement sujet à faire ces colites aiguës médicamenteuses. Dans ces symptomatologies évocatrices de diarrhée sanglante, fièvre, douleur abdominale avec souvent une petite distension abdominale, toutes les causes infectieuses peuvent être évoquées. Je rappelle que le cytomégalovirus donne des colites aiguës parfois graves, même chez l'enfant immunocompétent, donc il faut le rechercher. Je rappelle que les yersignoses et les shigelloses peuvent donner ce type là aussi de colite, avec ici une colite aiguë qui était moins sévère. Vous savez que l'amibiase peut donner ce genre de choses avec les salmonelloses. L'amibiase qui, le plus souvent, quand elle est uniquement intestinale, donne peu de fièvre, rappelons-le. Et puis, il y a parfois des situations, et j'ai eu 2 cas uniquement, mais je tiens à les signaler, d'anisacchiase. C'est quoi l'anisacchiase? C'est un petit ver que vous voyez ici qui est sur le poisson cru. Et donc, un enfant qui a une colite aiguë grave, qu'il soit en France, à Tanger ou ailleurs, on demande systématiquement aux parents, est-ce que c'est un grand mangeur de sushi ou pas? Parce que effectivement, si le poisson cru est consommé avec des poissons qui sont éventuellement infectés par ce petit ver friand de poisson cru, eh bien, on peut avoir ces problèmes digestifs d'anisacchiase qui donnent à la fois des iléites, des colites et même des gastrites. Donc, on voit très bien qu'il y a des entérocolites bactériennes et que la colite, avant d'être inflammatoire, il faut éliminer une colite infectieuse. Entre les deux, il y a toujours cette histoire de cet enfant qui a manifestement là aussi un tableau de colite aiguë sévère. On lui fait une rectosigmoïdoscopie qui donne une image assez caractéristique, vous voyez, de ces petites boules jaunes qui parfois sont très térébrantes et abrasent la muqueuse. Vous voyez que tout ce qui est surélevé, c'est les restes de muqueuse. Tout le reste, vous avez la musculeuse qui est à vif. D'accord? Donc là, il faut surtout éviter de progresser dans cette situation-là parce que je rappelle que, en principe, le côlon a une épaisseur de 3 mm. Vous voyez ce que ça veut dire, 3 mm. Donc, si vous enlevez la muqueuse, vous voyez ce qui reste. Et on est comme sur du papier à cigarette, il faut vraiment éviter d'aller plus loin. Alors, chez un enfant qui a vraiment un tableau endoscopique de colite pseudomembraneuse, d'autant plus qu'il a été mis sous IPP, on sait que les IPP sont générateurs d'infections à Clostridioides difficile. Maintenant, on dit plus Clostridium, mais Clostridioides. Et donc, par rapport à ces infections à Clostridioides difficile, mes remarques sont les suivantes. En principe, en dessous de 2 ans, même s'il existe la toxine, il n'existe quasiment pas de colite pseudomembraneuse sévère. Donc ça, vous éliminez.
les enfants de moins de 2 ans ont des PCR positives sans avoir de colite aiguë grave. Et le dernière recommandation de l'Association américaine de gastro-entérologie a bien expliqué que quand il y a du Clostridioides difficile, à part quand on est dans une situation post-infectieuse, en réanimation, chez des enfants qui sont très débilités, quand vous avez du Clostridioides qui montre et qui est présent chez un enfant qui a une colite aiguë grave, c'est que en sous-jacent, vous avez une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Et il y a eu 3 enfants que j'ai vus qui venaient du Maroc, qui avaient des traitements itératifs contre le Clostridioides difficile. Donc je rappelle premièrement que quand on traite un Clostridioides difficile, ça sert à rien de refaire une PCR à la recherche des toxines parce que il y a toujours cette empreinte des toxines. Donc c'est pas parce que il y a encore la toxine qui l'a pas guéri, d'accord? Donc ça sert à rien de faire un contrôle. Et la deuxième chose, qui dit Clostridioides difficile, dit probablement, si on est chez un grand enfant et un adolescent, il y a une MICI sous-jacente. Et donc, dans ces colites aiguës infectieuses, je dirais que sur les infections à Clostridioides difficile, il faut plus les mettre dans le cadre des MICI surinfectés que dans des cas d'infection pure. Je rappelle que le traitement par flagelle métronidazole n'est plus recommandé et que d'emblée, il faut passer au traitement par vancomycine péros et fidaxomycine. Éventuellement, si ça vous est possible, il peut y avoir aussi des transplantations de matière fécale qui traitent ces types de colites aiguës graves. Et si on revient à ceux qui nous concernent le plus fréquemment dans les 4 minutes qui nous restent, à savoir ces enfants qui ont ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qui sont en forme de colite aiguë grave, comme vous pouvez en voir ici. Vous voyez très bien que si jamais vous avez à voter, eh bien ici vous avez une ulcération profonde, je peux continuer à progresser. Ici vous avez des lambeaux de muqueuse et là vous avez de la musculeuse à l'état pur. Ici j'arrête mon endoscopie. Ici ça saigne, je peux continuer. Ici aussi, ici aussi. Ici vous avez des puits, vous voyez les trous là? Là il faut arrêter aussi, car les risques de perforation sont importantes comme ici. Ok? Et donc, chez ces enfants qui ont ces colites aiguës graves, eh bien, la première chose à faire avant l'endoscopie, c'est de faire un abdomen sans préparation. Pourquoi? Parce que si vous avez un côlon transverse qui a une taille une taille importante avec, comment dirais-je, avec plus de 5 cm de largeur, eh bien, on est dans un risque de perforation quand on fait l'endoscopie. Donc, il faut faire attention à ne pas, évidemment, souffler et insuffler, je le rappelle. Le risque de la colite aiguë grave est avant tout iatrogène si on fait une endoscopie trop à la hâte, si je puis dire. Donc devant une colite aiguë sévère, il faut faire un bilan, regarder le contexte infectieux et le traiter si besoin. Et si on est dans le cadre d'une MICI, eh bien le traitement de premier rang sont les corticoïdes intraveineux où on peut aller jusqu'à 80 mg par voie intraveineuse et on fait une analyse à J3. Si à J3 on a toujours un Poucaï qui est élevé, à ce moment-là on passe à une situation où la biothérapie est proposée de 5 à 10 mg kilo en intraveineux. La cyclosporine, je ne sais pas ce que Patrick en pense, mais nous on l'a fait de moins en moins parce qu'elle est vraiment difficile à monitorer, la cyclosporine, quand elle est en type d'intraveineux. Donc, les colites aiguës graves dans les recommandations qui datent de l'année dernière, comme vous voyez, on a toujours en premier lieu les corticoïdes. Ils disent ici 60 mg, chez le grand on va des fois jusqu'à 80. La cyclosporine, moi j'aime pas trop l'utiliser.
on regarde est-ce qu'il y a du CMV, et puis ensuite, on passe à l'infliximab si jamais la réponse n'est pas obtenue en 3 jours. Je rappelle toujours ce que nous nous sommes dit sur l'importance de faire un ASP pour voir si on n'a pas un mégacolon toxique avec cette dilatation de plus de 5 cm du côlon transverse. Donc, ce mégacolon toxique, lui, nécessite évidemment un avis et un staff médico-chirurgical. Évidemment, dans cette suite post-colite aiguë grave, il faut là poursuivre le traitement médical au long cours parce qu'on rentre dans une maladie chronique. Et donc, les messages clés sont les suivants. 1, il faut que vous ayez un POCAI de plus de 65 pour déterminer l'urgence médico-chirurgicale. 2, vous faites toujours un bilan infectieux complet avant tout traitement. 3, vous faites entre J3 et J5 une réévaluation pour savoir est-ce que des corticoïdes IV vous passez à une biothérapie ou pas. 4, si l'enfant a moins de 6 ans, vous évoquez plutôt une colite monogénique qu'une colite aiguë grave sur rectocolite hémorragique. 5, la rémission muqueuse est importante, donc il va falloir en particulier faire une endoscopie à 3 mois et une calprotectine fécale pour voir si l'enfant a bien fini d'être en rémission. Et n'oublions pas que le cytomégalovirus peut tout à fait mimer une colite aiguë grave de rectocolite hémorragique. Je vous remercie de votre attention.